nous sommes avec Aïssa Armidami, qui est syrienne et française, d'accord, franco-syrienne, et qui va nous parler de la situation en Syrie telle qu'elle est vécue par les vrais gens dans la vraie vie. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, Armidami? Oui, alors je suis citoyenne française et citoyenne syrienne, hein. Donc je suis directeur de projet informatique, en même temps je suis chimiste et en même temps en fait j'avais fait des études de chimie. Et je suis surtout au niveau professionnel, je fais de l'accompagnement du changement. Aujourd'hui, je suis aussi présidente d'une association des scientifiques syriens expatriés qui s'appelle Nostia. Cette association travaille en fait pour construire des ponts entre la Syrie et tous les pays où les expatriés syriens se trouvent, donc plus des ponts durables de coopération scientifique, de coopération culturelle, de travail en commun, donc pour pousser en avant l'évolution de la Syrie. Voilà. La Syrie et les relations quand même gagnantes avec les pays où nous sommes, donc il y a beaucoup de personnes qui sont en Europe et puis d'autres aussi dans le continent américain et voilà, et même en Asie d'ailleurs. Et vous-même, vous vivez en France Moi je vis en France, oui. Je suis en France depuis nombreuses années. Et vous retournez en Syrie régulièrement? Alors depuis que je suis dans cette association de scientifiques expatriés, bien sûr je retourne régulièrement, au moins 3 à 4 fois par an, donc depuis 2001 exactement. Depuis 2001, je retourne 3 à 4 fois par an. Je peux dire que j'étais dans l'opposition, je suis toujours dans l'opposition depuis des années. Et opposition, ça ne veut pas dire que je ne suis pas patriote. J'aime la Syrie, je défends mon pays. Et je suis dans l'opposition, je veux dire, pour certains aspects. J'étais dans l'opposition pour certains aspects qui sont effectivement l'aspect sécuritaire, autoritaire du pouvoir d'un côté, de l'autre côté pour la corruption. Mais en fait, moi j'ai travaillé à travers cette association, je peux dire, pour aussi la construction de nouveaux rapports entre les gens et puis de nouvelles habitudes de travail et de coopération entre les gens aussi, et surtout pour améliorer l'état général, je peux dire, et l'ensemble des relations. Voilà. Alors ça c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire que donc quelle est actuellement donc il existe une opposition au régime baathiste et à Bachar al-Assad, mais qui ne soutient pas la révolution actuelle, ou ce qu'on nous présente comme une révolution, ou les islamistes armés, ou voilà. Parce qu'en France on nous présente la chose comme de manière bipolaire, c'est soit les Syriens sont du côté de Bachar al-Assad, soit ils sont du côté des islamistes. En France, je pense que c'était la présentation est plus que bipolaire, elle est très réductrice, hein. Ils ont tout réduit à l'équation, Assad est un tyran qui tue son peuple, point. Or, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, et puis moi je veux dire, il y a quand même une différence entre opposition pour un certain nombre de demandes, de revendications qui sont certainement légitimes d'une part, et puis d'autre part entre une volonté de destruction du pays. Or, la réalité, je peux dire quand même que depuis le début des événements, les choses ont changé. Et au début, il y avait quelques manifestations qui revendiquaient un certain nombre de choses avec lesquelles j'étais d'accord, et même le gouvernement, même le président Bachar al-Assad était d'accord et il a accepté un certain nombre. Ça, on n'en a jamais parlé en France.
et notamment la levée de l'état d'urgence, le droit de manifester, le changement de l'article 8 de la Constitution, article qui donnait en fait la direction, je dirais, aux parties basses en tout, c'est-à-dire direction au niveau de l'État, au niveau de la planification économique, au niveau de la direction des organisations de masse, les organisations syndicales d'ouvriers, de paysans, de femmes, d'étudiants, etc. C'était toujours le parti basse qui était dirigeant. Donc en fait, cet article consacre ça. Et effectivement, dès les premiers jours, le président Assad a dit oui, mais on ne peut pas changer une constitution en 2 jours, ce qui est très vrai. Et dès le lendemain, donc les manifestations autorisées auxquelles les forces de l'ordre sont allées complètement désarmées, il y a eu des attaques à la fois contre le manifestant, c'est-à-dire il y a eu des manifestants qui étaient tués et des forces de l'ordre qui ont été tuées. Et c'est en fait, manifestement, il y a une partie tiers qui voulait allumer le feu et en fait créer problème des 2 côtés. Et donc dès le lendemain, je dirais, les forces de l'ordre ont refusé de retourner face aux manifestants sans être armés. Et du côté manifestant, ils se sont... Je peux dire quand même que là-dedans, il y a une grande victime. Ce sont vraiment les manifestants qui étaient pacifistes, réellement. Et ceux qui demandaient réellement le changement, et un changement par une voie pacifique et démocratique. Et tout ça, ça a été complètement instrumentalisé par l'extérieur. Moi, ce que je peux souligner quand même et faire remarquer que dès le lendemain, je peux dire que jusqu'au 18 mars 2011, il y avait une présence, énormément de contrats de coopération et de collaboration entre la Syrie et la France, et que tout ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, ils ont commencé, les radios et l'État, l'État français, c'est-à-dire c'était Juppé à l'époque, Sarkozy, Hillary Clinton, Obama, Cameron, Catherine Ashton, Ban Ki-moon, du jour au lendemain, ils ont commencé à dire il faut que Assad quitte le pouvoir. Alors là, on ne peut pas ne pas être révolté de cette ingérence, c'est d'une part. Et d'autre part, cette personne qu'il présentait hier comme étant quelqu'un qui était reçu en France, qui était quelqu'un qui travaillait pour l'évolution de son pays, pour une évolution correcte. Et en plus, effectivement, la Syrie a évolué dans les années entre 2001 et 2011 ou 2010, vraiment énormément. Il y avait une grande ouverture, un développement économique malgré la crise quand même, une croissance économique 6 à 7%, une grande indépendance au niveau alimentaire, au niveau médical, une ouverture au niveau culturel. Il y a eu des festivals culturels qui ont été organisés. En 2008, Damas était la capitale de la culture arabe et elle a vu des festivals qui étaient très, très importants à ce niveau-là. Donc une ouverture à la fois sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan scientifique, etc. Et sachant que depuis 2003, parce que la Syrie a refusé quand même l'agression américaine contre l'Irak, enfin américaine ou de l'OTAN, je peux dire des pays de l'OTAN contre l'Irak, la Syrie était sous sanction, pas économique, mais c'était sous sanction, un embargo technologique. Malgré tout, la Syrie accusait une croissance de 5,7% en moyenne par an.
Et j'ose dire que face aux pays de l'OTAN qui, au contraire, ont leur économie très à mal et qui est plutôt déficitaire, où le déficit augmente et ils sont au bord de la dérive, effectivement, ce n'est pas permis qu'un petit pays comme la Syrie soit indépendant d'une part et puisse se développer d'autre part malgré la crise. Alors, selon vous, qui a un intérêt à cette ingérence dans les affaires syriennes? L'ingérence, elle a eu lieu puisque tous les médias européens, américains et aidés des médias de Qatar et Al Jazeera, donc de Qatar et les médias saoudiens, tout le monde a orchestré une campagne, mais une campagne médiatique en fait réellement de mensonges, parce que de mensonges et de création d'événements. En fait, c'est ça. C'était pas seulement mentir sur l'événement, sur l'ampleur d'un événement, mais maquiller des événements, créer des événements en salle, en vidéo, etc. Et dire que c'était le cas. Parce que quand je suis allée en Syrie la première fois, je pensais en 2011, je pensais qu'il n'y avait plus et que tout le pays était cassé, bombardé, machin, etc. Et puis j'arrive, il n'y avait rien, les gens vivaient normalement. On parle d'une manif à tel endroit, on courait pour voir la manif, il n'y avait pas de manifestation. Il y avait quelques manifestations éclairs par contre dont m'ont parlé en fait certains conducteurs de taxi, parce que quand je suis en Syrie, moi je me balade beaucoup et je prends les petits taxis jaunes là qui sont partout et qui coûtent 25 livres, ça équivaut à même pas 1 euro, quoi. Non, 25 centimes ça équivaut. 25 livres ça équivaut à 25 centimes de francs. De francs, ah. Ouais. Donc c'est dérisoire. Et donc en fait, non, c'est 2 francs 50. Voilà, 2 francs 50. Donc oui, ça fait oui, ça reste quand même assez peu. Et donc eux, ils me disaient, bon, il y a beaucoup de gens qui sont payés, donc la manifestation c'est 1000 livres. Et voilà, une manifestation c'est 1000 livres. Quand on a 1000 livres pour chacun qu'on amène à la manifestation, chaque personne qu'on amène. Et de ce fait, peu à peu, en juillet, quand j'y suis retournée, juillet 2011, des gens qui me disaient, donc on a une dame qui vient faire le ménage, elle a téléphoné en disant qu'elle ne vient plus parce que c'est plus rentable de faire... d'aller en manifestation. Ils sont 10 dans la famille. Elle va manifester avec ses 8 enfants et son mari. Ça leur fait 10 000 livres. C'est le salaire d'un prof d'université. Et dans la journée, donc elle ne viendra plus, ça vaut plus le déplacement. Et puis la manifestation, elle dure un quart d'heure, le temps de prendre une photo, une vidéo, l'envoyer à Al Jazeera et c'était bon. Qui paye Alors justement, la question qui se posait, qui paye? Et en fait, c'est Qatar qui paye depuis ce moment-là et qui paye très cher parce qu'en plus, Al Jazeera a récupéré les vidéos. Elle donnait les téléphones portables sophistiqués et elle récupère les vidéos. Chaque vidéo, c'était 35 000 livres. Ah oui. Donc c'était aussi important, ce qui fait que tous les jeunes, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la Syrie compte plus de 60% de jeunes, entre 50 et 60% de jeunes qui ont l'âge inférieur à 25 ans. Donc en fait, toutes ces personnes, avec beaucoup de besoins de vidéos, de médias, et puis c'est vrai, ils s'amusent avec ça en fait, ils ne voient pas du tout la portée. À tel point d'ailleurs, un des chauffeurs de taxi, là, d'un bureau par contre, il m'a dit, parce qu'il y a aussi des bureaux de taxi qui coûtent un peu plus cher, mais les voitures sont mieux entretenues, plus correctes, plus propres, etc.
Et il m'a dit, on a vu une manifestation descendre en disant le peuple veut la chute de Assad, etc. Et puis 2 heures après, il les voit revenir dans l'autre sens en disant vive Assad, etc. Et lui, il m'a dit, bon, je ne pouvais pas ne pas aller les voir, je suis allé les voir, discuter avec eux, ils nous ont dit, oui, c'est nous qui étions dans l'autre sens et dans un sens et dans l'autre. Alors comment ça, vous changez de point de vue? On dit oui, mais on a négocié avec eux 1000 livres par personne et là ils nous donnent 500. Alors donc voilà, ça c'était un peu l'idée de voir, c'était juste anecdotique pour montrer quand même clairement qu'il y avait beaucoup d'argent qui était distribué pour pousser les gens à faire des semblants de manifs et pour prendre des vidéos pour Al Jazeera, etc. Alors il y a de l'argent pour les jeunes ou les manifestants, mais il y a aussi des armes pour les... Alors justement, quand les choses ont commencé à s'embraser, on a découvert des caches d'armes. Alors l'armée a découvert des caches d'armes, mais en plus dès les premières manifestations à Dera, il y a eu saccage quand même de bâtiments de l'administration, notamment le bâtiment du palais de justice, le tribunal d'instance à Dera. Il a été brûlé. Et aussi d'autres bâtiments de la justice. Or, Dera, c'est une ville de contrebande. Il y a pas mal de contrebande et le fait de viser le tribunal d'instance, c'est aussi penser qu'on veut brûler l'ensemble des dossiers. Ah oui, voilà. Voilà. Et puis, à ce moment-là, donc l'armée est intervenue et elle est intervenue à Dera parce que c'est une ville frontière. Donc c'est très important quand même, les frontières avec la Jordanie et Israël. Et là, on découvre des caches d'armes très importantes et ça ne date pas d'aujourd'hui. Bon. Et après, tout de suite, donc là, le mouvement s'est militarisé, des armes sophistiquées, etc. Et ils ont commencé à s'attaquer donc aux forces de l'ordre et aux partis, aux bâtiments de l'administration. D'ailleurs, il y a eu des cas, mais absolument terribles, de violence et d'horreur dans un bureau de poste à Idlib et dans plusieurs endroits qui se trouvaient au 5e étage et sont allés défenestrer les employés. Il y a eu des gars de l'armée qui ont été massacrés, découpés, etc., jetés dans l'Oronte, du côté de Homs et du côté de comment elle s'appelle la ville frontière ça m'échappe le nom, bon, mais ça, en fait, du côté de Jisr Shrour, justement, et ça c'est du côté frontière avec la Turquie. D'accord. Donc en fait, on voit tout de suite une violence inouïe et puis l'intervention de gens qui, en tuant, disent Allahu Akbar, etc. Et on découvre après que c'est Al-Qaïda. Et après, il y a eu une grande affluence de ces combattants djihadistes salafites d'Al-Qaïda qui ont commencé à s'attaquer. Des Syriens ou des étrangers? Alors, qui ont commencé à s'attaquer à la population. Justement en faisant des massacres à chaque fois qu'il y a une réunion internationale. C'est-à-dire la veille d'une réunion internationale, quand il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU pour parler de la Syrie, que Kofi Annan va venir, que Ibrahim, etc. Il faut un massacre la veille pour chauffer l'atmosphère et ils mettent ça sur le dos du gouvernement et de l'armée. Donc, comme par hasard, ceux qui sont massacrés, c'est souvent des personnes qui soutiennent le pouvoir. Parce que le massacre de Houla, sur lequel il y a eu beaucoup de discussions et sur la base duquel il y a eu énormément de sanctions économiques sur la Syrie et tous les ambassadeurs syriens ont été renvoyés des pays européens, c'est un massacre qui a été fait contre des personnes
qui se sont présentés pour les élections locales, parce qu'il y a eu des élections locales en 2011. Et c'est des personnes qui étaient élues. C'est l'élu, sa famille, son frère, ses parents et sa femme, ses enfants, etc. Toute la famille qui a été massacrée. Et en même temps, il y a eu la veille aussi un affrontement entre l'armée et ces cliques armées, ces rebelles. Et il y a eu quelques morts. Et donc ils ont tout groupé en disant « Waouh, là, massacre de Houla qui a été fait par l'État, par le gouvernement syrien ». Et sur lequel, alors moi je tiens à dire quand même un peu l'attitude, l'étrangeté de l'attitude internationale de ces dirigeants des pays de l'OTAN aussi, c'est eux qui mènent la danse là-dedans. C'est que sans le minimum d'enquête, tout de suite on vote les sanctions, on vote. Bon, maintenant. Vous m'avez posé la question sur le nombre s'il y a des étrangers bien sûr, et donc au fur et à mesure que des gens sont tués de ces rebelles ou ils sont arrêtés, etc., on découvre énormément de nationalités étrangères, c'est-à-dire pas de la Syrie en tout cas, c'est des Libyens, des Yéménites, des Saoudiens, des Afghans, des Tchétchènes, des Azerbaïdjanais, des gens même du Bangladesh en fait, etc. et même des Tchadiens. Donc, et puis là je peux l'affirmer et le confirmer, et d'ailleurs aujourd'hui mais ça ne se cache plus parce que beaucoup de médias européens en parlent. Il y a eu un rapport des services secrets allemands dans Die Welt où il disait il y a pratiquement que 5% de l'ASL qui est syrien. Sinon, les 95% sont des étrangers d'autres pays. Que de toute façon, ces djihadistes ils disent de toute façon on vient détruire et on vient pour appliquer Al-Sharia. Et aujourd'hui, dans les banlieues d'Alep, les lieux où ils sévissent là, ils ont déclaré Al-Sharia, ils coupent la tête de toute personne qui boit du vin ou qui vend du vin ou qui a du vin chez lui ou je sais pas quoi, que les femmes sont interdites de conduire, les femmes sont interdites de ceci, interdites de cela, donc ils mettent et vraiment ils font beaucoup de sévices contre la population, ajouté au fait que des exactions, des sévices, des découpes, mais c'est horrible, hein. Ils égorgent les gens, hein, ils égorgent les gens, et tout ça c'est donné par une télévision saoudienne. Il y a un cheikh qui donne des indications disant ça c'est une bonne chose, c'est halal de tuer les alaouites, c'est halal de tuer les chrétiens, c'est tous des mécréants, les musulmans qui n'appliquent pas l'islam comme nous on l'applique, il faut les tuer, il faut les massacrer. Et pire encore, aujourd'hui, ils ont fait une fatwa, enfin aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, mais ces derniers temps, ils ont fait une fatwa qui autorise le viol, en disant que c'est un mariage provisoire. C'est autorisé, le mariage provisoire, même pour une heure. Oui, d'accord. Et de tout le monde, enfin avec n'importe qui ou oui, aux djihadistes, en faisant un appel aux femmes dire, voilà, que leur meilleure manière de faire le djihad, c'est se donner aux djihadistes. Voilà. Et donc c'est vraiment ignoble. Alors je voudrais revenir quand même à un fait, c'est que il y a eu un véritable travail de destruction systématique de l'infrastructure syrienne qui est fait. Alors on s'attaque, il y a plus de 1000 écoles qui ont été détruites, plus de 1000 hôpitaux et centres hospitaliers qui ont été détruits. Les hôpitaux sont particulièrement visés et d'ailleurs tous les équipements, bon je reviendrai dessus plus tard, tous les équipements sont volés et partent en Turquie. Les industries, il y a plus de milliers d'industries, plus de 6000 usines qui existaient dans la région d'Alep, qui ont toutes été détruites et pillées, c'est-à-dire qu'on défait les machines, on les envoie
on va les remonter de l'autre côté des frontières en Turquie. C'est un véritable pillage systématique. Les silos de grains ont été pillés et revendus en Turquie. Les citernes de fuel aussi ont été systématiquement pillées. La farine, en fait, il y a une visée, une volonté réelle d'affamer la population. La farine a été aussi systématiquement volée et distribuée et revendue ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire au Liban et en Turquie. Donc voilà, et beaucoup de personnes, voyant ça, alors qu'ils pensaient que c'était une révolution, maintenant ils rendent les armes et puis ils disent que de toute façon c'est pas du tout notre révolution, ils se rendent eux-mêmes et ils Bon, maintenant, il y a un autre aspect, c'est que pendant tout ce temps, les choses ont évolué aussi du côté du pouvoir syrien. Il y a eu donc une nouvelle constitution qui a été écrite par une équipe qui était le très large et le plus possible représentatif de toute la population syrienne. La constitution a été écrite et elle a été aussi ratifiée. Donc c'est une constitution qui est largement inspirée de la constitution française, d'un régime présidentiel, certes, hein, mais dans toutes les instances, elle ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à la révolution, j'allais dire, à la constitution française. Cette constitution a été ratifiée le 27 février 2012. Personne n'en a parlé, bien sûr. Hein. Et puis, il y a eu des élections en mai 2012 aussi. Personne n'en a parlé. Le 7 mai 2012, il y a eu des élections d'Assemblée nationale nouvelles. Il y a eu une loi sur les partis politiques, donc sur une pluralité de partis et sur les règles de création de partis politiques. Il y a eu récemment même une réunion mais récemment, c'est-à-dire en septembre 2012, une réunion de 32 partis et courants politiques en Syrie, à Damas, hein, de l'opposition et pas de l'opposition, mais enfin bon, il y a tous ces partis, et qui s'est réuni à Damas. Il y a aujourd'hui, je tiens à vous dire quand même, vous le savez aussi certainement aujourd'hui et hier, il y a une réunion de toutes ces partis, courants politiques, personnalités politiques à Genève avec Haïssam Mannar, mais qui lui, c'est la coordination nationale, une coordination des comités locaux. C'est une coordination des comités locaux qui est une branche, je dirais, de l'opposition, dont le représentant est Haïssam Mannar, qui lui refuse toute intervention étrangère, refuse la militarisation de l'opposition, mais refuse aussi le dialogue aujourd'hui, mais je pense qu'il est en train d'évoluer sur les positions de dialogue. Je peux dire aussi que le président Assad, dès juin 2011, a appelé au dialogue et il y a eu les premières réunions de concertation, de dialogue populaire. Mais c'est vrai que la difficulté du dialogue, c'est, étant donné qu'il y a des opposants, il y avait des opposants, mais il n'y a pas une opposition qui était structurée, c'était une grande difficulté. On débat de quoi, on ne peut pas prendre l'avis des 24 millions de personnes, comme ça, etc. Donc, il n'y a pas eu de suite, mais aujourd'hui, enfin ces derniers temps, dans le speech, en fait, dans le discours qu'il a donné récemment, le président Assad propose une véritable feuille de route pour le dialogue et pour la sortie de crise, c'est-à-dire un dialogue qui donnerait lieu à une charte nationale, et cette charte nationale serait ratifiée
par un référendum. Et suite au référendum, il y aura des élections et peut-être des élections d'Assemblée nationale. S'il y a lieu de refaire la Constitution ou d'apporter des amendements à la Constitution, ça aura lieu. Et puis sinon, bon, il y aura aussi des nouvelles jusqu'aux élections présidentielles qui devraient avoir lieu à la fin 2014, puisque son mandat se termine en 2014. Donc en fait, il donne une véritable feuille de route pour mener le pays au havre d'une réforme, une transformation réelle vers la démocratie. Mais moi je peux dire que ce n'est pas la démocratie qui était voulue de l'extérieur et par l'OTAN pour notre peuple. Oui, parce que le problème c'est ça, c'est l'opposition interne, elle serait prête à négocier, mais si finalement de l'extérieur arrivent constamment des djihadistes ou des gens qui font des actions violentes, il ne peut pas y avoir de négociation. Il y a eu plus de 150 000 djihadistes qui ont filtré à travers les frontières en Syrie et ça continue. Et ils sont avec des armes très sophistiquées, avec des outils de télécommunication très sophistiqués, et avec une assistance, je dirais, de direction d'opération qui est faite depuis Adana et depuis la Turquie par les services de renseignement américains, anglais, français, turcs et le Mossad, c'est-à-dire le service de renseignement israélien. Alors beaucoup d'armes israéliennes ont été trouvées aussi et ont été prises parce que par l'armée syrienne alors qu'ils repoussaient ces djihadistes ou qu'ils les tuaient, parce qu'il y a un grand nombre de morts justement de ces djihadistes. Et puis voilà, ça continue. L'armée aujourd'hui, elle est sur tous les fronts et vraiment dans le pays par toutes les frontières. Parce que vous savez, la Turquie est au nord, le Liban est à l'est, à l'ouest pardon, et puis la Jordanie et Israël sont au sud. Et puis il y a l'Irak à l'est, hein, et comme on sait qu'en Irak aussi il y a énormément de terrorisme, d'explosions, etc. Et on peut penser qu'il y a des forces qui refusent que l'Irak soit solidaire de la Syrie, parce que jusqu'à maintenant leur position était très solidaire. Est-ce que selon vous, on pourrait insérer ça dans l'idée du redécoupage du Moyen-Orient, comme on avait vu cette carte qui était issue de l'état-major américain, avec où de nouveaux territoires étaient dessinés, avec une Syrie très réduite, un État sacré à Médine, un Israël agrandi, donc tout recomposé. Je pense que tout ça, effectivement, ça va dans le sens du nouveau Moyen-Orient. Mais dans le sens du nouveau Moyen-Orient, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire, je dirais, différents. C'est relativement souple ce concept du nouveau Moyen-Orient. Mais le premier point de ce nouveau Moyen-Orient, c'est casser la résistance, le front de résistance qui est constitué de l'Iran, de l'Irak, la Syrie et la résistance libanaise, la résistance palestinienne. Et c'est ce qui a été d'ailleurs demandé explicitement au président Assad et il l'a refusé, c'est de couper les relations avec l'Iran, d'une part, d'autre part couper les relations avec la résistance libanaise et en fait entamer des discussions avec Israël et reconnaître l'État d'Israël. Alors bon, plus un certain nombre de choses qu'ils ont fait valoir par le dit Conseil de sécurité, par la fameuse, le dit Conseil syrien, national syrien, dès le début, et qui a été aussi même signé, écrit et signé, ratifié donc par un accord de la coalition au congrès de Doha, qui a été fait récemment. Et suite à ça, la France, malheureusement, a reconnu cette coalition comme représentant légitime du peuple syrien. Chose qui n'a absolument aucun poids et aucun précédent diplomatique et aucun poids sur le plan du droit international. Mais bon, la France, malheureusement, la diplomatie française s'enfonce là-dedans. Et aujourd'hui,
Et d'ailleurs, Fabius est allé même jusqu'à appeler au meurtre d'Assad. Quand il dit il ne mérite pas vivre, etc. Chose qui est vraiment très regrettable, hein, je dirais, pour un tout État qui se respecte. Hein. Et de plus qui se dit démocratique, et de plus qui a aboli la peine de mort chez lui. Est-ce que des gens comme Fabius ont peut-être des intérêts personnels là-dedans ou... Écoutez, je crois qu'il y mettent autant de... Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il y a eu une véritable continuité dans la politique entre Sarkozy-Juppé et Hollande-Fabius sur cette question. Oui, est-ce que c'est fortement... Parce que Bachar el-Assad était venu accueilli officiellement en France et tout, mais donc on peut penser, enfin, est-ce que la Syrie est dans le collimateur depuis longtemps, enfin depuis... Depuis 10 ans, bien sûr, parce que depuis le rejet depuis le fait que la Syrie a voté contre l'agression américaine, de l'OTAN, disons, contre l'Irak. Donc voilà, il y a ça. Il y a l'autre aspect, c'est en fait, il y a eu aussi une tentative de pression pour que la Syrie rentre dans les rapports, dans les accords d'association avec l'Europe qui obligerait la Syrie à mettre toutes ses denrées produites à l'intérieur au prix des denrées extérieures, à ouvrir ses portes aux denrées européennes, américaines, etc. Comme le président Assad a toujours refusé, parce que de toute façon ça voudrait dire que c'est la mort du citoyen syrien, mais c'était aussi une dent contre nous, enfin contre la Syrie et contre lui aussi, c'est clair. Mais il mène une politique, je dirais, de résistance, quelles que soient les... C'est la souveraineté, en fait. Absolument. Quelles que soient les critiques qu'on peut avoir sur le plan de la gouvernance interne. Et ça, ce sont un ensemble de problèmes qui ne peuvent pas se résoudre du jour au lendemain. De toute façon, de la corruption, il y en a en France, il y en a partout. Je ne veux pas parler de l'Italie, justement, avec Berlusconi. Mais donc c'est pas ça le prétexte. Hein. La réalité, c'est une volonté de casser la Syrie, d'effriter ce pays et l'ensemble des pays de la région en pays confessionnalistes, hein, pour que ça permette effectivement à Israël d'exister en tant qu'État juif, hein, et qui refuse les autres religions. Et l'idée, c'est de faire tout un tas de petits États de confessions différentes qui se font la guerre entre eux et qui font que finalement ça fait prospérer le commerce des armes et ça casse tous les pays de la région et Israël domine en maître là-dedans. Parce qu'actuellement Israël est géopolitiquement trop petit. Finalement, enfin, c'est toujours le projet du grand Israël. Et Israël est entouré tant qu'il y aura un adversaire comme la Syrie géopolitique qui peut soutenir même le Hezbollah ailleurs, enfin, il y aura toujours un problème pour eux. Donc c'est vraiment et Gaza en fait, hein, parce qu'il y a eu quand même une grande défaite de l'armée israélienne en 2006, une deuxième défaite à Gaza 2008-2009. Puisque Gaza a survécu à cette agression qui était absolument innommable, l'opération dite Plan Durci. Et puis même récemment, là, l'agression en décembre 2012, début 2013, hein, qui a été, c'est Israël qui a demandé le cessez-le-feu. Donc effectivement, c'est une raison importante à la fois pour les États-Unis et pour les pays de l'OTAN, qui sont en fait les États-Unis sont, je ne peux pas dire ils sont dominés par la politique israélienne, mais c'est plutôt l'inverse. Israël pour eux c'est très important, comme pour l'Europe. Ouais. Donc, voilà. Et dernière chose, parce qu'en fait la Turquie a elle-même le Kurdistan, enfin les Kurdes qui réclament leur indépendance et pourrait avoir
à son tour subir un sort similaire avec l'étranger qui appuierait les Kurdes contre l'État turc ou des choses comme ça? Je crois que par cette ingérence et cette intervention en Syrie, ils ont ouvert la porte grande ouverte à tout un tas de déstabilisation, non seulement dans la région, en fait, non seulement en Syrie, mais c'est tous les pays de la région peuvent être complètement, peuvent subir un véritable tremblement de terre. Voilà. Madame Midami, merci. Merci.